depuis le début de l'ère industrielle, les entreprises fonctionnent de la même façon. On n'a jamais challengé la façon dont fonctionnent les entreprises. L'idée, c'est que nos mandats ne sont que de 2 ans, non renouvelables. Donc ça nous permet d'être hyper dynamiques sur 2 ans. On sait que sur le plan logistique et familial, personnel, c'est pas forcément toujours évident. Mais comme on sait qu'on n'a que 2 ans, moi, en tout cas, je le vis à fond. Bonjour à tous, vous êtes sur À bout de taf, le média podcast qui navigue et analyse les crises du travail. Et aujourd'hui, sur le cycle décideur, Mathieu Hetzer et Kitri Idiar. Mais avant cela, place à l'édito. Dans un contexte de mutation économique majeure, transition écologique, incertitude géopolitique, transformation des modèles d'affaires, les dirigeants de TPE et PME, voire même les ETI et les grandes entreprises, sont confrontés à une double injonction. Transformer leur entreprise tout en assurant sa pérennité immédiate. Ces situations génèrent une solitude décisionnelle exacerbée et une dissonance cognitive entre leurs convictions personnelles et leurs contraintes environnementales professionnelles. Pour comprendre ces injonctions et comment les dirigeants naviguent dans leur quotidien, j'ai l'opportunité d'écouter avec vous 2 invités, le président de CJD. Bienvenue. Merci, bonjour. Quel est l'acronyme du CJD? Vous pouvez nous le dire? Bien sûr. Tu peux nous le dire? Ouais, on va se tutoyer, c'est plus simple. Centre des jeunes dirigeants. Centre des jeunes dirigeants. Le plus ancien mouvement patronal de France, fondé en 1938. Bienvenue. Ouais. Merci. Et Kitri Idiar, vice-présidente de Castel 1890. Bienvenue. Bonjour, merci. Est-ce que les dirigeants se sentent seuls aujourd'hui? Alors ça dépend où. Au CJD, ça va. Ça va. Mais globalement, dans l'écosystème entrepreneurial français, oui. La solitude du dirigeant, c'est la première raison pour laquelle les dirigeants entrent au CJD, demandent leur adhésion au CJD. Vous parlez souvent, donc quand je dis vous, tous les deux, mais aussi dans l'écosystème du CJD, souvent de la question de la transformation. Comment celle-ci peut s'incarner pour les dirigeants et quelles sont les priorités qu'ils ont aujourd'hui ? Alors, je pense qu'il y a une première chose, c'est que depuis le début de l'ère industrielle, les entreprises fonctionnent de la même façon. On n'a jamais challengé la façon dont fonctionnent les entreprises. Ça a fonctionné pendant très longtemps, et aujourd'hui, on est quand même dans un monde de permacrise, et là, toutes les études le confirment, que ce soit une crise politique, géopolitique, économique, énergétique, sociale. Sur tous les domaines, on est en crise. Donc, ce qu'on a fait depuis toujours ne peut plus fonctionner demain. Je crois que c'est Einstein qui disait que la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. En fait, les dirigeants, ils font un petit peu ça aujourd'hui. Ils font tourner leur boîte comme d'habitude et ils pensent que les choses vont miraculeusement évoluer. Donc, je ne pense pas que ça puisse fonctionner comme ça. Du coup, effectivement, il est important aujourd'hui de se mettre en chemin de la transformation, d'agir dès aujourd'hui pour éviter de subir demain. Je pense que déjà aujourd'hui, il y en a beaucoup qui subissent, mais ça va ne faire que s'empirer dans les années à venir. Est-ce qu'il y a des secteurs d'activité ou des signaux faibles que vous observez, que tu observes déjà dans l'écosystème du CJD ? Alors, ouais, aujourd'hui, on se rend quand même compte que on a des entrepreneurs qui sont en tension importante sur la trésor, avec des carnets de commandes vides ou sans visibilité sur le carnet de commandes. Il faut dire que sans entrer dans des débats politiques, mais la situation politique, avec l'incertitude que l'instabilité a engendrée, a fait que certains investissements ont été bloqués. Et comme les investissements ont été bloqués, ça a empêché toute une série d'entrepreneurs de récupérer des commandes pour continuer à déployer leurs projets. Donc on se rend quand même compte sur le terrain, on a certains outils, donc on pourra peut-être reparler dans le podcast, on s'est rendu compte qu'il y a quand même une hausse des demandes d'accompagnement de la part des dirigeants. On a des outils qui sont là pour aider les dirigeants, et on se rend compte qu'il y a quand même une hausse de la demande. Vous les aidez comment concrètement? Parce que je trouve ça particulièrement intéressant. Je suis dans d'autres écosystèmes et je trouve que c'est même l'un des grands tabous, même si on sent d'une certaine manière qu'il y a une colère des entrepreneurs, des dirigeants, TPE, PME, mais on ne touche pas du doigt ce que veut dire cette colère. Le fait de dire qu'il y a un problème de trésorerie de manière aussi frontale, je trouve que c'est bien et c'est assez courageux.
pour aller de manière assez concrète, quels sont les outils que tu mobilises au sein du CJD sur ça ? On en a plusieurs. On va parler de certains outils. Je vais prendre quelques exemples. On a notamment un groupe d'accompagnement à la décision. C'est un outil qui permet de mobiliser 8 à 10 dirigeants sur une thématique bien précise. Donc ça peut être une thématique défensive ou une thématique offensive. Donc en gros, ça peut être je veux racheter une entreprise, je ne sais pas comment faire, ou alors j'ai des difficultés de chiffre d'affaires, je ne sais pas comment faire. On a un animateur formé sur l'animation de ces groupes d'accompagnement à la décision qui va mobiliser un ensemble de dirigeants dont les profils correspondent plus ou moins à la thématique. Ça ne veut pas dire que ce sont des experts de la thématique, ça veut juste dire que leurs profils peuvent aider le dirigeant. Si on a un problème, un problème technique, on ne va pas forcément activer un expert comptable, mais on va prendre quelqu'un qui a peut-être déjà été confronté à une problématique similaire. Donc on réunit un groupe de 8 à 10 dirigeants, on travaille la problématique avec le dirigeant concerné, c'est-à-dire qu'il va être, on va mettre des gros guillemets, il va être coaché sur le fait de faire émerger la question, quelle est la demande. Une fois qu'on a la demande, on mobilise ces 8 à 10 dirigeants sur un atelier qui ressemble un peu à un co-développement pour proposer des pistes de solutions. Il n'y a pas d'injonction. Il n'y a pas de « il faut faire comme ça ». C'est par contre, voilà les solutions que nous préconisons dans ton cas. Voilà les solutions que nous préconisons, que tu envisages, auxquelles tu dois réfléchir pour peut-être solutionner ton problème. Mais on ne sera pas du tout donneur de leçons, on sera vraiment là pour suggérer un ensemble de possibilités pour que le dirigeant puisse prendre la meilleure décision possible. Quand on est dans une entreprise, on connaît bien ce système de gouvernance qu'on peut avoir dans des grandes structures. C'est une forme de COMEX ou de CODIR, informel. Ouais, et flash. Oui, flash. C'est-à-dire ça dure 3 heures, 4 heures, et après, fin de l'aventure, si le problème est solutionné. On peut le remobiliser une seconde fois si vraiment on n'a pas réussi à le solutionner la première fois. Par contre, ce n'est pas un COMEX à long terme, à long cours. On a un autre outil qui existe, qui s'appelle Regard Croisé. C'est un dispositif qui, là, justement, met en place une sorte de mini conseil d'administration, mini COMEX, et qui va accompagner le dirigeant sur plus de 2 ans. Mais ça, c'est un autre outil. Là, on est vraiment sur un dispositif un peu éclair, un peu une espèce de force d'intervention vive. Task force, exactement, en anglais. Exactement, ouais. Donc ça, c'est un des outils. Enfin, là, j'en ai cité 2 déjà. Le groupe d'accompagnement à la décision, le dispositif Regard Croisé, et on en a encore quelques autres. On a des commissions de travail, on a un dispositif qui est aussi un dispositif plus opérationnel sur de la réflexion en intelligence collective, quelques-uns. Mais c'est intéressant parce que d'une certaine manière, ça remet la main dans le cambouis parce que ces dernières années, on a décrit l'entreprise comme étant un écosystème positif. Parfois, on le décrit comme si c'était quelque chose d'utopique. Qui doit conseiller des rêves, d'impact, de sens, alors que finalement, l'entreprise est un modèle d'affaires, de ressources et de compétences. Comment vous arrivez à... je dis le vous dans le sens avec l'entité institutionnelle du CJD, comment vous arrivez à concilier d'une certaine manière une vision utopique, culturelle de ce que devrait faire une entreprise, une organisation, qui parfois peut s'apparenter même à une institution de SS, tellement on fait une forme on crée un flou entre une économie sociale solidaire et une entreprise classique dans le sens économique accepté. Comment vous arrivez effectivement à concilier les deux ? Parce qu'il y a des urgences à court terme. Déjà, premier élément de réponse, le CJD est un mouvement militant. Donc on a 6000 dirigeants de TPE-PME au sein du CJD qui sont là pour une chose, pour mettre l'économie au service du vivant. Donc on va au-delà de la seule performance économique. On est convaincu que la performance économique n'a de sens que si elle est au service de la performance sociale, sociétale et environnementale. Donc les membres qu'on a dans le mouvement sont là pour travailler sur ces sujets-là. Donc on a peut-être ce côté un peu utopique, comme tu l'as dit. Oui, par contre, activiste, militant, profondément militant. Tout au long de son histoire, le CJD a milité, entre autres, pour la reconnaissance de la section syndicale d'entreprise, pour le partage de la valeur, pour la légalisation de l'alternance. Dans les années 75, l'alternance était illégale. On a milité pour que ce soit rendu légal. On a milité en faveur des 35 heures. Là, on est sur la semaine de 4 jours, etc. Donc, il y a ce côté un peu utopiste au départ, en apparence.
il y a 4-5 ans, quand on a commencé à parler de la semaine de 4 jours de façon plus concrète au CJD, ça fait grogner dans tous les sens. Aujourd'hui, ce n'est plus un sujet en fait. Aujourd'hui, c'est juste normal de parler de la semaine de 4 jours. Alors quand on parle de semaine de 4 jours, on n'est pas forcément en train de parler de la semaine de 4 jours en 32 heures. Je précise parce que parfois il y a un peu l'ambiguïté. On parle de semaine de 4 jours en 35 heures ou en 32 heures selon les cas. Donc c'est juste une nouvelle forme de travail qui permet aux collaborateurs d'avoir un peu plus de temps perso pour on va dire, gérer sa vie perso, ses engagements associatifs, son sport, etc., sur le jour où il ne travaille pas, pour être plus mobilisé sur son métier quand il est au boulot. Voilà. Donc, on a le côté peut-être un peu utopique, comme tu l'as dit. Par contre, on est convaincu que ça marche. Parce que ça marche dans les entreprises qui mettent en pratique la semaine de 4 jours, la gouvernance partagée, etc. Et tu vois des résultats, en fait Évidemment, si on parle de gouvernance partagée, tu parlais tout à l'heure de fatigue décisionnelle, de solitude, avec tout ce que ça implique, donc la fatigue décisionnelle, etc. Le dirigeant, il est très seul. Le dirigeant qui a monté sa boîte ou qui a repris une boîte, il se dit bon, je vais être seul maître à bord pour tirer les manettes, on va dire. Mais au bout d'un moment, c'est pesant parfois d'être seul, à tout décider, à assumer la responsabilité de toutes les décisions, à avoir les idées aussi pour trouver les solutions à mettre en place. En fait, quand tu mets en place un partage de gouvernance dans ton entreprise, ce qui peut sembler complètement fou à certains dirigeants, mais une fois que tu as essayé, tu ne reviens plus en arrière en fait. Parce que si tu le fais de la bonne façon, le partage de la gouvernance, ça permet aux collaborateurs qui sont là déjà de contribuer à la réflexion, donc ça allège le poids pour le dirigeant, puisque c'est co-imaginer la solution. Et derrière, ça a un effet bénéfique hyper intéressant, c'est que le collaborateur, quand il a aidé à construire la solution, mécaniquement, il est co-responsable de déployer la solution. S'il dit ah ben non, on va pas faire A, on va faire B, parce que derrière, il va assumer aussi le fait d'aller vers B plutôt que A. Donc effectivement, ce côté partage de gouvernance, aujourd'hui, ça fonctionne. On a plein d'exemples, alors de façon plus ou moins ancré de façon administrative, c'est-à-dire il y en a certains qui ont ça dans leur statut, il y en a d'autres qui mettent ça en place de façon totalement informelle. Ça suffit, c'est du moment que ça marche. Totalement. Et on n'est pas obligé de le faire sur des sujets hyper structurants au départ. On peut commencer sur des sujets micro. Et puis quand on se rend compte que ça marche, quand les équipes se rendent compte que ça fonctionne, que tout le monde est content à la fin, là on le déploie petit à petit sur des sujets un peu plus méta. Et on n'escalade pas la montagne tout de suite. Exactement. Très intéressant. Et effectivement, la question d'une forme de mimétisme, parce que vous avez la profondeur dans le temps et l'historique, mais vous avez aussi des exemples pour assurer les dirigeants. Kitri, tu travailles dans un secteur qui est aussi soumis à certaines contraintes. Est-ce que tu peux nous en dire plus et présenter aussi ton rôle dans ton entreprise, mais aussi au CJD? En effet, l'entreprise est une entreprise de bâtiment. Donc, on sait bien que c'est une activité qui est très impactante pour l'environnement. Donc, en ce moment, j'ai la double casquette, en effet, de co-diriger l'entreprise Castel avec mon associé qui est aussi mon mari. Bon courage. Voilà. Et donc, en binôme également, en ce moment, avec Mathieu, sur la présidence du CJD. D'accord. Et comment tu arrives à concilier les deux? Parce que c'est deux gros projets quand même. Comment ça se passe pour toi? Ça a été un choix de famille, un choix de vie aussi. L'avantage en fait au CJD, c'est que nos mandats ne sont que de 2 ans non renouvelables. Donc ça nous permet d'être hyper dynamique sur 2 ans. On sait que sur le plan logistique et familial, personnel, c'est pas forcément toujours évident. Mais comme on sait qu'on n'a que 2 ans, moi, en tout cas, je le vis à fond. Et aujourd'hui, sur tout ce qui est transformation, pour l'organisation que tu co-diriges avec ton époux, quelles sont les priorités que vous vous êtes fixées et sur quoi vous avez décidé d'y aller à fond? Alors, moi, ma prise de conscience, elle est assez récente. Elle est sur, quelque part, l'état du monde. Je pense qu'elle date d'il y a à peu près 3-4 ans. Et c'est lors d'une conférence, par exemple, d'Arthur Keller, où j'avais pris
une belle claque, et où j'avais compris que la question n'était pas de se demander quand ça allait arriver, mais surtout de comment se préparer à ce nouveau monde. Et heureusement, assez vite, sur mon chemin, j'ai croisé Olivier Amand, qui m'a donné des perspectives sur le chemin de la robustesse. Donc il y avait déjà cette prise de conscience. Ensuite, mon mari a suivi le parcours de la CEC, la Convention des entreprises pour le climat, avec notre responsable de menuiserie. Et ça nous a permis d'intégrer les enjeux de demain au sein de l'entreprise. Déjà en termes de prise de conscience, de partage de l'information. Et ensuite, on a développé un plan d'action, mais de manière très pragmatique. Le parcours va être très long et surtout, on le fait pas à pas. Donc aujourd'hui, on a souhaité se faire accompagner avec une agence d'éco-conception. Nous sommes basés dans le Pays Basque, une agence locale. Et on s'est dit, il fallait bien commencer par quelque part. Donc on a commencé par mesurer. Donc on a fait notre premier bilan carbone. Donc autant dire que le premier sera vraiment approximatif parce qu'on manque de data. On ne mesure pas les choses aujourd'hui. Donc ça, justement, ça nous permet de comprendre ce que nous avons à mesurer. Et là, on est en train de faire notre première analyse de cycle de vie avec un chantier standard. Nous, les chantiers, on les fait souvent en tout corps d'état. Donc le gros œuvre, donc du gros œuvre jusqu'à la menuiserie, en passant par l'électricité, la plomberie, la peinture. Et donc on est en train d'analyser un chantier type pour comprendre où sont les impacts les plus importants. Et ce qui va nous permettre de prioriser nos premières actions et de mettre l'énergie aux bons endroits. Donc sur ce chemin de la transformation, moi, il me semble que c'est vraiment difficile de le faire seul. Donc, du coup, c'est vrai que quand on est au CJD, on a aussi des outils qui nous accompagnent sur ce chemin-là. Donc, nous, on cumule, en fait. On fait des outils de notre côté. Le parcours qu'on a suivi, il y a une grosse partie qui a été financée par l'ADEME. Et ça, je tiens vraiment à le dire parce que sans l'ADEME, je pense qu'on n'aurait vraiment pas fait ce bout de chemin. Donc pour les PME, TPE, l'ADEME, c'est vraiment indispensable. Et puis également, on utilise les outils du CJD. On a des parcours de formation. Je ne sais pas si tu veux que je détaille. Oui, non, mais avec plaisir. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi effectivement la question de... finalement, vous n'étiez pas obligé de le faire. Ça vient d'une inspiration personnelle, ça vient d'une vision, et ça ne vient pas d'une réglementation, malgré tout, parce que finalement, vu votre taille, les CSRD ou le Green Deal ne vous impactaient pas tout de suite. Votre initiative vraiment vient d'une inspiration individuelle et conjointe. Est-ce que... cette montagne à escalader a été effrayante ou bien finalement le fait qu'il y ait déjà une gouvernance atypique avec ton conjoint, ça a fait le bout de chemin d'une manière familiale, donc on sait pourquoi on fait ça. Alors, il y a beaucoup de questions dans une question. On a souhaité acter le démarrage de ce chemin. Donc lors de la journée de Noël en 2024, on a réuni nos 50 collaborateurs et donc on a bien choisi nos mots parce que l'idée c'était pas de faire peur, mais au contraire d'essayer d'embarquer. Et justement, on leur a expliqué que pour nous c'était important de leur expliquer où on souhaitait emmener l'entreprise, qu'en effet il n'y avait pas aujourd'hui d'obligation légale, mais c'était par conviction personnelle. Et on est vraiment alignés avec mon mari sur le fait que nous, on estime, en tout cas nous deux, on estime que c'est notre responsabilité d'entrepreneur d'avoir une vision de transformation. Donc aujourd'hui, on est très fiers de l'entreprise, mais on aimerait être fiers aussi du chemin qu'on va parcourir. Donc si la transformation, elle n'est pas incarnée par les dirigeants, j'ai envie de dire qu'elle est quasi impossible parce que déjà quand elle est incarnée c'est pas facile parce que
Ce qui n'est pas toujours évident, en fait, c'est qu'on est pris par notre quotidien. Et on parlait de dissonance, mais la dissonance entre le court terme et le long terme, elle est quotidienne. On parlait de difficultés en ce moment. C'est sûr que sur l'activité, la trésorerie, là je parle plutôt côté CJD, on ressent bien les signaux faibles. Et donc nous, dans notre entreprise, notre challenge, c'est chaque année rentrer de nouveaux chantiers. Là, on a de beaux chantiers, par exemple, sur 2026, mais tout de suite, il faut penser au deuxième semestre. Enfin, c'est la vie classique d'un entrepreneur, de faire tourner l'entreprise, de continuer à recruter comme il le faut. Mais par contre, on ne peut plus aujourd'hui rester que sur du court terme. Et c'est vrai que dès que si on a des difficultés, tout de suite, en fait, on va remettre notre énergie sur le court terme. Et le fait d'être à deux, donc pour nous, c'est relativement nouveau d'être à deux dans la gouvernance. On co-dirige seulement depuis 2024. Mais je vois que le fait de partager la gouvernance nous permet de ne plus jamais être seul. Et ça, c'est fondamental, je trouve, en tout cas dans un chemin si difficile de la transformation d'une entreprise. Tu parlais de montagne. Clairement, aujourd'hui, on est vraiment au pied encore de la montagne. Sur du bâtiment, sur de la construction, rénovation, il faudra qu'on arrive à bouger, faire bouger également tous nos partenaires, nos sous-traitants, mais également tout notre écosystème local, que ce soit les architectes avec qui on travaille, par exemple, et puis également échanger avec nos clients pour voir comment on peut peut-être travailler différemment, utiliser des matériaux peut-être plus bas carbone. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Moi, je trouve ça enthousiasmant, mais parfois, c'est vrai que ça demande de double énergie de gérer et du court terme et du moyen long terme. D'ailleurs, j'allais poser la question, effectivement, pour les clients. Tu as fait la communication avec eux ou pour le moment, c'est vraiment un travail de fond que vous gardez pour vous, parce que ça vous concerne et que pour le moment, ça n'impacte pas les clients? Non, en effet, comme je disais tout à l'heure, on essaie vraiment d'y aller pas à pas. Donc pour l'instant, on a d'abord démarré par mesurer ce que nous faisons en interne et quel impact ça a sur l'environnement, la biodiversité, enfin tout ce qui va sortir du bilan carbone et de la CV. Et puis la deuxième étape, ça sera en effet d'en parler à notre écosystème. Donc pour l'instant, on n'y est pas encore, mais ça va arriver très vite sur 2026. D'accord. Pour les salariés, comment ils ont réagi alors ? Alors le fait d'avoir suivi le parcours de la CEC, c'était vraiment génial du fait d'avoir un des dirigeants dans ce parcours et une collaboratrice. Donc ça change vraiment la donne parce que c'est pas seulement incarné par les dirigeants. Et du coup, le fait d'en parler à deux voix, donc ça c'est vraiment très intéressant dans l'entreprise. Donc on a eu un bon accueil au démarrage quand on a fait la première communication en interne. Ensuite, pour l'instant, ils n'ont pas encore vu, on n'a pas mis en œuvre encore assez de changements pour voir les résultats. Et je pense que ça s'accompagne. Le principal, c'est de donner du sens à chaque action qu'on mettra en place pour qu'on comprenne qu'on va dans le bon sens. Que c'est, en fait, aujourd'hui, nous, on a compris qu'on n'avait pas le choix. Pour que l'entreprise, elle existe depuis 1890, donc ça fait 135 ans, et on essaye de mettre tout en œuvre pour que elle continue. Elle continue, peut-être 135 ans encore. C'est une belle promesse. Voilà. Vous savez pourquoi vous le faites aussi. Exactement. Vous avez tous les deux un engagement économique militant, d'une certaine manière. Comment vous avez rencontré le CJD ? Alors moi au départ donc je suis entré stagiaire dans l'entreprise, j'ai pris la gérance 10 ans après, je l'ai reprise 20 ans après. Et pendant cette période, entre la prise de gérance et le rachat, je me suis senti très très seul sur ma chaise. C'est-à-dire que j'avais des actionnaires et des collaborateurs. Et j'étais seul. La famille, les amis, je viens pas du tout du monde entrepreneurial, donc personne autour de moi ne comprenait mes problématiques. Et à force de me sentir seul, je me suis dit, je vais chercher un réseau qui
où il y a des personnes qui ont un peu les mêmes problèmes que moi. Et j'ai cherché gauche à droite, et en fait, quand je me suis connecté au CJD, j'ai su immédiatement que j'étais au bon endroit. Je suis entré en 2014, une année un peu de découverte, on va dire. Voilà, j'ai consommé, on va dire, parce que c'est très structuré. Il y a des commissions de travail, des conférences mensuelles. Dans les sections locales, on a 128 sections locales, dans lesquelles il y a chaque mois une conférence et des commissions de travail qui tournent. Et du coup, dans ma section, j'ai vécu une expérience, on va dire, locale. Et j'ai commencé à m'engager. Et plus je me suis engagé, plus j'ai rencontré des personnes passionnantes, des personnes engagées avec une vraie énergie, envie de faire bouger les choses. Et voilà, ça a commencé comme ça. Mon arrivée au CJD, c'est ça. Et en fait... ça fait plus de 10 ans. Ouais, ça fait plus de 10 ans. Le CJD a ça de magique que... Oui, il y a le côté... alors, tu as utilisé le mot utopique, moi je dirais plutôt le côté coup d'avance. Non, j'ai utilisé le mot utopique, pas pour le CJD, voilà, mais je fais le parallèle. Oui, stratégique, oui. On dit souvent que le CJD est un mouvement apartisan. On dit souvent que le CJD n'est ni de gauche, ni de droite, il est généralement devant. Donc on essaie de donner le coup d'avance aux dirigeants, et c'est ce qui est très agréable, c'est qu'il y a cette énergie positive, cet enthousiasme contagieux des dirigeants qui veulent faire bouger les lignes, qui veulent faire bouger le système global. Bien sûr, dans nos entreprises, mais ça va bien au-delà. Encore une fois, on essaye d'impacter nos écosystèmes globalement au sens large. Et voilà, il y a ce côté un peu optimiste, mais pas un optimisme naïf ou niais, pas un optimisme béat, un optimisme d'action et d'engagement. Et c'est ce qui fait que j'aime ce mouvement et que j'ai plaisir à m'engager avec Kitry à faire bouger les choses. Et toi, Kitry, comment tu l'as découvert, le CJD ? Eh bien, nous, on a racheté une entreprise chacun avec mon mari en 2012. Et la même année, on est rentrés tous les deux en même temps au CJD Pays Basque. Parce qu'on en avait entendu parler par des amis précédemment. Et la personne, moi, qui m'a vendu l'entreprise, elle était au CJD. Donc j'ai à la fois racheté son entreprise et j'ai pris sa place dans la section parce qu'elle changeait de région. Du coup, on n'a pas connu finalement trop cette période de l'isolement du dirigeant parce qu'on est rentré, au bout de 3 mois, on était déjà au CJD. Donc nous, on a la chance de ne pas avoir perdu de temps. Parce que souvent, on entend des dirigeants qui nous disent « Ah, si j'avais connu le CJD avant, j'aurais gagné du temps. » Et donc, nous, on a cette chance-là. On y est rentré tout de suite. Dès qu'on a été entrepreneur, on est rentré au CJD. Et comment c'est arrivé que tu achètes une entreprise ? Comment ça s'est fait Alors moi, j'ai toujours voulu être chef d'entreprise. Mais par contre, il n'y a pas d'école pour être chef d'entreprise. Contrairement à ce qu'on croit. Et au bout après mes 4 enfants, je me suis dit là c'était le bon moment, donc j'ai cherché à racheter, et puis en fait c'était par le bouche à oreille que j'ai trouvé une entreprise à reprendre, et donc on a signé un jour d'intervalle, on s'est lancés tous les deux dans l'aventure entrepreneuriale. D'accord, vous faites partie de ces entrepreneurs qui reprennent, parce qu'on en a parlé à l'épisode précédent, qu'effectivement, avec Lionel Rock, il y aura un grand mouvement de reprise d'entreprises en France, parce que changement démographique, voilà, il y a des départs à la retraite, et qu'il y a pas mal d'opportunités pour les entrepreneurs qui le souhaitent de reprendre des viviers et des beaux fonds de commerce. Exactement. Et donc l'idée t'est venue comme ça, c'est plutôt atypique. Alors à l'époque, moi je me sentais pas capable de partir d'une feuille blanche. Oui. Donc vraiment créer, c'était... et puis bon, aussi c'est vrai qu'on avait 4 enfants, donc il fallait tout de suite qu'on puisse avoir des revenus. Donc vraiment, je ne me sentais pas capable de créer. Alors qu'aujourd'hui, je me dis, oui, c'est peut-être un jour, des nouvelles filiales. Voilà, peut-être un nouveau projet un jour. Mais en tout cas, à l'époque, non. J'avais envie d'être peut-être rassurée par le fait qu'une structure existait déjà, une activité, une clientèle. Une forme de zone de contrôle. Oui, peut-être. Une zone de confort aussi, peut-être. Mais après, c'est vrai qu'en se lançant les deux en même temps, on n'avait pas trop droit à l'erreur quand même. Non, mais je comprends. On parlait du fait qu'il n'y a pas d'école d'entrepreneuriat, mais par contre, il y a une forme de compagnonnage
que vous développez au CJD, qu'est-ce que les dirigeants aujourd'hui vous expriment le plus ? Alors, on dit qu'il n'y a pas d'école pour être dirigeant. Moi, je vais mettre un petit bémol quand même, parce que le CJD est reconnu comme l'école du dirigeant. On dispense 75 000 heures de formation par an. On a notre organisme en interne, même si c'est vrai qu'on n'est pas une école en tant que telle. Donc, c'est une école d'accompagnement avec l'action. Donc, quand on parlait d'école, plutôt d'école supérieure de management, de commerce. C'était pour faire le petit parallèle. Oui. Et on a quand même aujourd'hui beaucoup de formations qui sont dispensées auprès des membres. Les membres statutairement s'engagent à se former au moins une fois par an quand ils entrent au CJD. Donc c'est des formations principalement au démarrage de connaissance de soi, pour la partie formation, des formations, on va dire Calliope, OPCO, etc. Des formations de connaissance de soi, parce qu'en se connaissant soi, on comprend mieux l'autre, et ça permet déjà de faire mieux fonctionner le système de l'entreprise. Après, il y a des formations techniques aussi, sur des formations commerciales, des formations financières, etc. Et ça, c'est juste sur la partie formation. Au-delà de ça, on a toute la partie commission de travail, qui viennent vraiment aider le dirigeant à structurer ses processus, etc. Sa stratégie aussi. On a une commission très importante en deuxième année quand un dirigeant arrive au CJD, une commission sur la performance globale qui va l'aider à mettre en place ou à valider sa stratégie en vérifiant qu'il a bien pensé à toutes les parties prenantes, etc. Donc il y a quand même des outils qui permettent aux dirigeants d'être plus solide sur ses appuis pour après déployer ses projets. Mais je pense en tout cas au CJD, on a les 2 premières années qui servent un peu à vérifier que le dirigeant est bien solide sur ses appuis avant après d'aller vers d'autres types d'évolution au sein du mouvement. Ouais. Et c'est toute l'expérience aussi des années passées que vous avez pu développer. Est-ce que vous avez une spécificité particulière, sectorielle ou de gouvernance, ou finalement il y a de tout ? Dans les membres, on a de tout. On a vraiment alors c'est principalement TPE-PME, on a 90% de TPE-PME, mais on a aussi des assos, des structures de l'ESS, on a des grands groupes, on a un peu de tout. Il n'y a pas de typologie sectorielle, il y a à peu près tous les métiers, je dirais, qui sont représentés. Ça va de l'agriculture à des activités, donc le bâtiment, à du conseil, etc. Il y a vraiment il y a de l'industrie lourde aussi. Et voilà, on ratisse assez large, effectivement. Comme quoi, il peut y avoir du vivant dans tous les secteurs. Il y a du vivant dans tous les secteurs. Et aujourd'hui, la question, c'est plus est-ce qu'il faut se transformer ? La question, c'est comment on fait pour y aller le plus vite possible, pour pas le subir quand ce sera indispensable. Et nous, l'idée, c'est ça aujourd'hui, c'est de dire aux gens, c'est plus de dire il va falloir vous transformer, c'est de dire faites-le maintenant, parce qu'un jour ce sera obligatoire. Mais quand ce sera obligatoire, ce sera trop tard. Alors qu'aujourd'hui, vous avez un peu plus le temps d'anticiper, d'analyser, de préparer, pour être vraiment prêt et prendre le coup d'avance quand tous les autres qui ne seront pas mis en mouvement dès maintenant, quand tous les autres seront obligés de le faire, vous aurez un coup d'avance. Et c'est vrai que si je peux compléter sur la partie formation, que c'est vraiment structurant et c'est un pilier très très fort au CJD. Parce que comme disait Mathieu, on grandit dans notre posture, donc de dirigeants, mais également on avance avec nos pairs sur la stratégie de nos entreprises et on a des parcours également sur à durée plus longue. Par exemple, on a un parcours qui s'appelle Copernic qui dure 2 ans et demi et du coup pendant 2 ans et demi on est avec le même groupe de dirigeants, une dizaine de dirigeants et tout secteur confondu. Et c'est ce qui fait la richesse également quand on suit un parcours pendant 2 ans et demi avec un groupe de 10 personnes de secteurs différents. C'est hyper riche en termes d'apport chacun avec les autres. Et nous, par exemple, quand on a décidé de suivre ce parcours Copernic ensemble avec Philippe et on est rentré dans ce parcours, on avait chacun notre entreprise et le dernier module, c'est de réfléchir à quel sera notre projet d'entreprendre. En fait, on a décidé à la sortie de ce parcours finalement d'écrire notre histoire commune. C'est comme ça qu'on a décidé de fusionner nos entreprises. Et puis là, Philippe suit un deuxième cursus au sein du CJD. Celui-ci s'appelle Galilée. Et là, l'objectif de ce parcours, c'est d'accompagner les dirigeants sur leur chemin de transformation de manière ancrée sur leur territoire.
parce qu'on comprend bien que transformer son entreprise, si on n'embarque pas les partenaires territoriaux, on risque de ne pas aller très loin et surtout d'y aller moins vite. Donc ces parcours sont hyper structurants. Donc Galilée est encore en expérimentation du sein du CJD, mais on va prochainement le déployer. Et même on a l'ambition que ça soit vraiment open source pour essayer d'embarquer le maximum d'entrepreneurs au CJD et hors CJD. Parce que le but, c'est pas de le garder en interne pour nous. Oui. Maintenant qu'on a quelque chose qui fonctionne, qui a été d'ailleurs co-construit avec l'ADEME, avec des acteurs territoriaux aussi. Maintenant que ça fonctionne, le but c'est que ça diffuse au maximum d'entreprises, parce que le but c'est pas juste de dire on fait ça pour les membres. Non, le but c'est que l'ensemble des du tissu social économique se transforme pour préparer l'avenir. On a une responsabilité aujourd'hui en tant qu'entrepreneur, c'est de préparer le monde de demain. C'est pas les politiques qui vont le faire, ou en tout cas ils le font à leur façon, pardon. À court terme. À court terme. Les citoyens, ils n'ont pas de leader clair, donc ils ont du mal à se mettre en mouvement, ou en tout cas ils le font de façon locale et un peu plus micro. Par contre, les entrepreneurs, si on transforme massivement nos entreprises, mécaniquement, il y a tout qui va bouger. Oui, il y a quand même un tissu qui est important et un maillage avec une dynamique. Et j'aime bien, chez les Américains, ils ont l'habitude de dire que créer son entreprise, c'est un peu comme un MBA, parce qu'on apprend tout et c'est l'école de la vie. C'est d'une richesse incroyable. Vous êtes confronté à des situations, mais si on vous l'avait dit, vous n'y serez peut-être même pas allé. Tellement c'est parfois fou. Et pourtant, on continue. On doit être un peu maso, je pense, sur les bords. Faut pas le dire aux salariés. Je ne sais pas. Je pense que c'est important aussi qu'ils se rendent compte que c'est un challenge. Et c'est pour ça qu'à partir du moment où on les met à contribution pour prendre des décisions ensemble, ça leur permet aussi de se rendre compte de la difficulté que c'est d'être dirigeant par moment. Est-ce que vous avez des programmes, du coup, au CJD à destination des salariés ? Oui. On a une partie des formations qui est accessible aux salariés, aux collaborateurs, effectivement. On a même certaines sections locales, des associations locales qui organisent des commissions mensuelles aussi pour des collaborateurs. Parce qu'on est là pour mettre l'économie au service du vivant. Donc c'est l'homme avec un grand H, la femme et l'homme évidemment. Du coup, ça fait partie des parties prenantes de l'entreprise. Et c'est les premiers qu'on doit chouchouter, dont on doit prendre soin. On doit les écouter pour construire ensemble les solutions. Donc oui, on fait aussi des choses pour les collaborateurs. Effectivement, c'est tout le cœur d'Aboutaf. Avant de conclure, je voudrais vous poser quelques questions rapides, un peu à un questionnaire de Proust. Si vous étiez un métier. Un métier Bon, alors moi je vais peut-être être influencée, mais j'aime beaucoup ce mot, alors je vais le dire bâtisseur. D'accord. Moi j'ai toujours rêvé d'être journaliste. Donc, je prendrai ce métier de journaliste. D'accord. Parce que je trouve les journalistes ont un pouvoir incroyable de transmettre la bonne parole au grand public. Alors, la bonne parole ne fait pas toujours vendre. Par contre, elle donne une énergie qui permet de déplacer des montagnes. Si vous étiez un outil de travail, je précise. Est-ce qu'un crayon, ça pourrait être un outil de travail ? Justement, j'aime bien le crayon parce que... Un bon architecte. Oui, alors peut-être, mais non, plutôt pour raconter des histoires. D'accord. Entre la tête et le corps, je trouve que le crayon peut bien raconter des histoires. Et toi, Mathieu ? Moi, ça va être un peu basique. Je ferai un ordinateur parce qu'on peut faire plein de choses avec. Mais il n'y a pas de basique. C'est très ouvert. Oui. Il n'y a pas de basique. Écoutez, merci beaucoup. Pour conclure, je sors un petit extrait parce que vous avez parlé pas mal d'antifragile, de robustesse. Ça m'a fait penser à cet auteur Nassim Nicolas Taleb qui a écrit pas mal de livres dont Le Cygne Noir et Antifragile. Mais je suis tombée sur Jouer sa peau. Asymétrie cachée dans la vie quotidienne. Et en préparant l'épisode, je suis tombée au hasard sur ce paragraphe. Au milieu, nous venons de montrer qu'il existe une complexité qui entraîne une dégradation. Ce que les économistes appellent une utilité négative.
Cela nous dit quelque chose de la richesse et de la croissance du PIB dans la société. Cela montre la présence d'une courbe en S, au-delà de laquelle les préjudices ne font qu'augmenter. Cette situation n'est détectable que si l'on se débarrasse des préférences acquises. Je me suis dit que cela pouvait ouvrir les questions sur ce que veut dire la pérennité et le vivant, et cette recherche peut-être un peu folle de croissance. Et finalement, on oublie de se poser et de se poser de bonnes questions. Merci d'avoir participé, de nous avoir aidés à nous poser les bonnes questions sur ce que veut dire l'économie du vivant, de pouvoir bâtir selon une vision, de pouvoir persister même si c'était difficile et de continuer à demander de l'aide, de ne pas avoir peur de demander de l'aide et de bien s'entourer. Je pense que ça fait partie de bonnes recommandations qu'on pourra retenir pour cet épisode. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir écouté À bout de taf. N'oubliez pas de nous laisser un pouce bleu sur la chaîne YouTube ou de vous abonner sur la chaîne du podcast. Merci, à bientôt. Merci.